Nombre premier. 439, c'est le numéro de l'épisode des technos, et c'est un nombre premier. Voilà. « 439e épisode, premier épisode du printemps, qu'on a avancé d'un jour. De notre vivant, nous n'aurons plus le printemps le 21 mars, c'est maintenant c'est le 20 mars jusqu'en 2115, je sais plus, enfin bref, une petite information à la noix. Oui, c'est bizarre, c'est comme ça, c'est parce qu'on tourne pas assez vite ou trop vite ou pas de manière constante, voilà. C'est on comme va ça, faire c'est Noël notre en calendrier. juin l'année prochaine. Vous avez reconnu la voix sans doute de Sébastien, d'un côté, de l'autre, le rire d'Aurélien. Bonjour à tous les deux, nous allons passer ensemble une bonne heure dans cet épisode pour parler d'une part d'actualité technologique, en tout cas celle que vous avez vue, ça et là, et que vous avez envie d'analyser et dont vous avez envie de partager quelques idées, etc. Et puis, en seconde partie, le dossier, la grosse patate, le sujet un peu plus costaud, on va dire, et un peu plus hors du temps. C'est un dossier open source, logiciel libre. Votre première contribution open source, comment ça marche, tout ça, comment ça s'articule. C'est Sébastien qui est à l'initiative, Aurélien est en embuscade pour nous parler de ça aussi, et ce sera donc dans la seconde partie de cet épisode. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire avant de vous lancer, laissez des commentaires, hein, pas tout de suite, une fois que vous aurez écouté, laissez des commentaires, des petites étoiles, des pouces vers le haut, partagez tout ça avec vos amis, patati patata, et là aussi, nous on est contents comme tout, parce que c'est notre seul salaire, comme on a l'habitude de dire. On commence notre abécédaire, parce que c'est comme ça que ça se passe chez nous, par la lettre B. La lettre B comme brevet. Brevet. Le compte est bon. Le compte est bon. C'est toum, toum, toum. Sébastien, la guerre n'est pas encore finie, ni Nokia apparemment. Donc on parle de guerre de brevets, on parle de Nokia, des brevets Nokia, on ose imaginer. C'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup de Nokia, c'est clair. Non, on n'en parle plus beaucoup, et si je suis sûr que ta mémoire te permet de remonter jusque-là, hein, et ça a été de grands débats pendant de longues années dans le podcast. Je sais, pas 10 ans ou pas loin, hein, c'était des brevets, des guerres de brevets, Samsung, Apple, machin, on les avait tous. Ouais. Ça a été très très long. Je s'est calmé finalement, et ça commence à revenir, et il y en a un qui est effectivement en embuscade, qui fait presque plus que ça, parce qu'on n'entend plus beaucoup en dehors de ça dans le grand public, en tout cas Nokia. Nokia reste avec un portefeuille de brevets important, et quand tu as un portefeuille de brevets important, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu fais du patent troll, c'est-à-dire que tu vas lancer des actions contre un peu tout le monde. Maintenant, Nokia, il est surtout connu pour ça. Alors, il a fait, on n'en a pas trop parlé, mais il a fait un petit procès à Apple, il a gagné un petit peu de sous chez Apple. Et puis, il a été chez Lenovo. Il a été aussi attaqué Lenovo, puis il a été attaqué HTC. Oui, en fait, c'est malin, parce que l'air de rien, ils se sont fait un petit peu oublier, donc ils restent en embuscade et on va rien dire, on va faire de rond et on attend. On attend qu'il se fasse un truc qu'on a déjà fait. C'est vraiment le principe, et ils ont suffisamment de brevets pour aller emmerder un peu n'importe qui. Et tant que ça marche, ça ramène des sous, et eux estiment qu'ils inventent plein de trucs, ce qui est le cas, parce qu'ils font des brevets. Ils ont des brevets. Mais moi je suis toujours un peu dubitatif. Enfin, dans l'Europe, on aime un peu moins le principe, on aime bien qu'un brevet soit lié réellement à quelque chose d'industriel, et pas juste que tu fasses du brevet, que tu l'exploites. En Haïti, en tout cas, c'est encore plus compliqué, c'est pas aussi facilement accepté. Aux États-Unis, tu peux faire tout et n'importe quoi, et il y avait eu d'ailleurs des grands débats à l'époque sur les brevets, où un mec avait même réussi à breveter la roue. Alors que la roue existait quand même depuis un certain temps, tu vois. Donc, l'obtention du brevet aussi, là il y a débat, parce que des fois on se dit, il y a des choses où clairement il y a une vraie invention, quelque chose de neuf, d'inattendu, etc. Et c'est normal quelque part que la personne qui a investi du temps, de l'argent dans la recherche, etc. puisse me dire, voilà, ça c'est à moi, et si quelqu'un veut s'en servir, il va falloir me passer sur le corps, ou presque. Et puis il y a des gens qui ont pour des idées pour lesquelles on donne des brevets, on se dit, mais ils sont fous, quoi. C'est quoi cette histoire? Et là,
ça fout un peu par terre le principe, quoi. Faut être honnête. Tout le monde n'a pas bien compris comment ça devait fonctionner, on dirait. Ouais, alors en Europe, tu ne peux pas normalement breveter juste une idée, mais tu dois vraiment avoir quelque chose d'industriel derrière. Donc, je vais faire sourire Aurélien, mais tu fais un nouveau start-up dans une bagnole, ben, il y a quelque chose d'industriel, et tu vas pouvoir déposer un brevet. Tu dis, moi je vais faire un logiciel pour gérer ma bibliothèque, il n'y a pas il y a rien à breveter. Alors que ça pourrait être breveté aux États-Unis, mais en Europe on dit bah non, tu fais un logiciel qui oui, gère mais aux des États-Unis bouquins, ça pourrait l'être. Tu as raison de le préciser. Ouais, et c'est là la différence entre les deux côtés, effectivement. Et donc Et donc Nokia attaque un géant, c'est Reddit. Et alors ils le font. Et alors, tu sens quand même que c'est fait à un moment très particulier parce que Reddit a lancé une IPO. Il rentre en bourse. Il rentrait en bourse aujourd'hui. Et donc c'est un peu je t'emmerde en dernière minute. C'est stratégique. Ouais. Et donc plutôt que de payer, Reddit n'a pas encore accepté le principe de se faire racketter. On ne sait pas encore sur quoi exactement, ils n'ont pas donné les détails ni l'un ni l'autre sur les brevets, mais ça ne saurait tarder, à un moment ils vont sortir le truc. Pour le moment Reddit dit simplement on est en train d'évaluer leur demande, mais voilà, c'est pur logiciel probablement, parce que Reddit c'est pas une boîte qui est vraiment dans l'industriel, donc l'industriel, on s'entend industriel avec des trucs lourds. Et puis c'est des écrous. Oui, c'est ça. C'est des trucs qui se construisent. Enfin, ça reste de l'industrie. Enfin, c'est une source de revenus quand même. Donc, oui, voilà. Mais on s'entend. C'est l'industrie informatique. Ouais. C'est pure informatique. C'est autre chose. On fait pas comme ça chez nous. Hein, voilà. Non, mais vous croyez où c'est vrai, quoi. Ouais. Bon, alors voilà, en dehors de ça, ils font toujours des trucs dans les réseaux. Hein. Nokia, ils sont pas encore totalement morts, mais majoritairement, ça reste maintenant les brevets, quoi. Et, ils estiment qu'ils ont dépensé 4 milliards l'année passée là-dedans. Donc, je sais pas, la marque Nokia, c'est à qui elle appartient, parce que des fois, il y a des différences. On avait vu ça avec Kodak, entre autres, ou Philips, par exemple. La marque n'appartient pas nécessairement au fond. Enfin, voilà, c'est un petit peu... Mais apparemment, ils fabriquent encore des téléphones. Téléphones, non, des trucs de réseau. Alors, normalement, ils sont encore équipementiers pour la 5G. Ils avaient un projet de réseau cellulaire sur la Lune, parce qu'il y a beaucoup de gens à couvrir là-bas. Ils vendent autant de Nokia sur la Lune qu'ici, donc. À peu près. Mais voilà, maintenant c'est plus un truc pro que particulier. Tu vois plus du Nokia. Oui, plus dans le business, quoi. Ok, bon, c'est toujours intéressant de savoir qu'ils sont en embuscade. On fera attention à leur brevet la prochaine fois qu'on pond un truc, parce que... Ils font toujours des pèses, hein. Ils font toujours un chiffre d'affaires de 22 milliards, hein. Donc faut pas... Voilà, et il faut pas... Ils sont pas enterrés, on rigole, mais quand on parlait à l'époque d'un GSM, c'était un Nokia, hein. La plupart du temps, c'était ça, quoi. Ok, bon, on passe à la suite, du coup. J'ai dit du coup. Je me mords la langue. C'est comme célérité. Tu peux plus dire du coup? C'est interdit? Non, j'en peux plus de l'entendre dire. Alors quand moi je le dis, ça me fait mal. C'est comme célérité, Aurélien, du nouveau dans le vol hypersonique à plus de 6000 km/h. Ça dit quoi? Enfin, un tout petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. J'en avais déjà parlé de la startup Stratolaunch qui a été créée par un ancien fondateur de Microsoft, Paul Allen, puisqu'ils avaient créé un avion très particulier qu'ils appellent le Rock, qui est l'un des plus grands avions du monde en termes d'envergure, 117 mètres, 220 tonnes. Alors, pour le décrire, c'est un truc de fou. Un truc que vous pouvez pas faire atterrir dans votre jardin, il faut des pistes un peu spéciales. Oui, et donc, ils ont accroché à ce Rock, le 9 mars dernier, un petit véhicule qui s'appelle le Talon A1, et abrégé T-A1. Et donc ils l'ont accroché après ce Rock. Le Rock a décollé de Californie, de l'aéroport... non, ils appellent ça un port aérien et spatial
Mojave, en Californie. Ils l'ont monté à 6000 mètres et ils ont largué le petit véhicule qui a allumé ses moteurs pendant 200 secondes pour atteindre Mach 5. Alors, je vais vous donner Mach 5, ça fait à peu près 6174 km/h. Alors, je ne sais... Bon, c'est une prouesse technique, hein, clairement. À ces vitesses-là, il y a peu de choses qui vont si vite. Et dans l'atmosphère, parce qu'il faut être précis. Oui, et dans l'atmosphère. Mais je me suis amusé à regarder un Paris-Hong Kong, ça fait 9800 km. Donc en fait, on pourrait faire... horaires. Oui, là pour le coup, tu t'arrives largement avant d'être parti. La compagnie aérienne va faire des économies sur les repas. Non, je pense pas. Alors bon, c'est évidemment une très grosse, une très grosse prouesse technique pour en termes de vitesse atteinte. Le but pour la startup Stratolaunch maintenant, c'est d'utiliser d'autres plateformes de lancement telles qu'un Boeing 747-400. Donc c'est pas des projets en l'air, puisque je pense des projets dans l'eau, je sais pas, et puisqu'ils veulent essayer de réutiliser leurs capsules une fois qu'elles ont atteint Mach 5. Donc j'avais trouvé la news intéressante parce qu'on reparlait du rock et du coup que ça sert à quelque chose. Et puis ces startups qui se lancent dans des défis, et on va en reparler encore dans l'épisode, de startups qui partent dans des trucs assez improbables, ou en tous les cas qui se fixent des objectifs assez improbables, techniques, et je trouve ça vraiment bien. Après, est-ce que c'est pour quelle application grand public ça sera? Est-ce que c'est du... grand public, je suis pas sûr. Oui. Dans un premier temps, je pense que c'est plutôt dans le... Ce sera pas pour du gros. Non, ce sera... Oui. Non. Ouais, pourtant, moi j'aurais eu beaucoup plus confiance que lui qu'en Boeing, parce qu'au moins t'es sûr qu'ils ont... ils ont serré... La porte reste pas ouverte. La porte restera pas ouverte. Ils ont serré tous les boulons avec la clé à laine. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est peut-être plus sécure. Mais bon, voilà, on va pas se voiler la face. Il y a des enjeux aussi militaires de plus en plus, Et donc, on imagine que le financement et les envies, etc. À ce stade-là, vu la forme du bidule en plus. Hein. Bon, tu mets juste une personne de très petite taille là-dedans, hein, ou alors une ogive. Au choix, l'un ou l'autre. Mais c'est toujours intéressant de savoir que ça existe, effectivement, et que c'est une prouesse technologique, à n'en pas douter. Je ne sais pas si Sébastien voulait rajouter un truc. Oui, une question rhétorique, mais vous vous rendez quand même compte que quasi tous les gars dans la Silicon Valley qui ont plein de pépettes, ils sont tous omnibulés par l'espace ou les vols. Que ce soit Amazon, que ce soit Elon Musk, ou chez Virgin. Bon, il n'est pas dans la Silicon Valley, mais n'empêche. Tous ont envie de voler. De se barrer de la Terre. De se barrer bien loin. Et ceux qui n'y connaissent rien se fabriquent des bunkers, comme Mark Zuckerberg, par exemple. C'est les deux grandes tendances. C'est soit je me barre, soit je m'enterre. C'est deux... Voilà. Et c'est encourageant. Mais si on peut faire plein de pépettes et pour autant avoir les chocottes, si je puis dire. Ça rend pas intelligent le pognon, ça se saurait sinon. Mais bref, voilà, un truc qui a réussi, un vol qui a réussi. On vous met évidemment, comme toujours, les liens en description, dans la description de cet épisode de podcast. Vous pourrez vous faire votre propre opinion et aller jeter un petit coup d'œil par vous-même si vous le voulez. La lettre D comme décompilé, ça c'est un sujet pour Sébastien, à n'en pas douter. Je fais des vers sans en avoir l'air. Quand le large language, c'est ça, LLM, est utilisé pour décompiler. On avait parlé justement la semaine dernière de l'usage qu'on pouvait faire, que les développeurs pouvaient faire de l'intelligence artificielle. Ça reste un peu dans la même veine, on va dire.
Yep, et alors c'est une annonce assez récente et c'est open source et ça décompile essentiellement ce que tu aurais compilé avec GCC en C. Donc voilà, ça tout est dit, on va pas aller déjà tout décompiler, faut pas rêver. Néanmoins, des trucs qui ont été compilés avec GCC en C, t'en as quand même un paquet. Alors pourquoi c'est intéressant et pourquoi je remets le truc? Déjà parce que voilà, c'est du libre et puis on a un numéro où on a un peu de libre, donc ça me faisait plaisir de le remettre aussi. Oui. Hein, voilà. Puis Et on voilà, a la barre, ça fait que. on a hein. souvent de l'intelligence artificielle. Et Et comme il n'y en libre, avait pas encore dans les premiers un sujets, lien ça m'a... libre. Oui, aussi. Et en plus, voilà, on a pu voir la tête de Corben qui passait à l'écran. Oui. On a regardé sur YouTube. Et donc, le problème, alors quand tu décompiles un truc, parce que ça, voilà, compiler, hein, tous les développeurs, on compile très gentiment, mais parfois, il arrive que tu aies besoin de décompiler un binaire parce que t'as pas les sources, parce que t'as plus les sources, tu les as eues mais tu les trouves Ça, plus, c'est con. Ouais. ou que on veut pas te les partager et il y a un truc que tu aimerais bien pouvoir corriger et tu n'as pas les sources. Et donc là, tu dois t'attaquer à un décompilateur et qui va te ressortir un pseudo-code qui, une chance sur 100, te permet de recompiler le truc. Hein. Généralement, quand il te ressort un truc, tu as effectivement, parce que tu pars du langage machine dans ton binaire, pour essayer de ressortir, c'est ça qu'on a essayé d'écrire en C, mais tu as eu tout le processus de compilation fait qu'en général, tu sais pas ressortir quelque chose de lisible et Ouais. que tu peux recompiler. Donc, Oui, c'est ça, c'est un souvent, petit peu ça comme te quand on fait permet une traduction Google et qu'on la repasse dans de la l'autre merde. sens. Ça fait C'est du... souvent pas très bon. Voilà. Et donc, tu as des outils qui te permettent de ressortir ça et essayer de ressortir un code plus ou moins logique. Tu peux essayer de le comprendre, mais tu as souvent très intérêt à côté à réécrire le truc plutôt que de faire ta petite modif et recompiler. Et c'est ici, effectivement, que le truc prend tout son sens. C'est que les mecs ont fait manger à leur LLM des millions et des millions de lignes de code en C, les binaires qui vont avec. Du coup, maintenant, quand tu lui donnes le binaire, il te ressort du code en C et qui, 9 fois sur 10, compile. Il fonctionne. D'accord. Il fonctionne et il recompile. Et donc, tu peux Parce qu'il a corrigé les manquements, parce qu'il a remis les trucs droits. Parce qu'il se dit, c'est ça que le code C a généré. Donc, il le sait, parce que... je vais un peu en arrière. C'est la statistique. Oui, il y a un petit côté statistique, il y a un côté routine, etc. Mais c'est intéressant parce qu'on en discutait un petit peu en off. Je parlais d'une solution qui faisait de la retranscription de podcast en texte, mais qui passait aussi manifestement par une petite moulinette d'intelligence artificielle pour corriger toutes les erreurs. Et en fait, c'est ça qui manque dans les retranscriptions la plupart du temps. Quand vous regardez, par exemple, les sous-titrages en temps réel sur YouTube, amusez-vous à le faire avec nous, par exemple. Vous mettez le sous-titre français en dessous de ce qu'on raconte. Vu qu'on bafouille, qu'on dit des bêtises, machin, qu'on rigole et qu'on se parle l'un dessus, ça fait plein de scraboucha. Eh bien, ça va être intéressant, ça, à lire. Et rajouter dessus une petite couche d'intelligence artificielle où tu lui dis simplement faisant du langage parlé, courant, propre, tout ce que tu veux, et bien là, du coup, ça devient lisible. C'est plus exactement ce qu'on a dit, mais le sens reste là et la formulation est beaucoup plus audible, on va dire, beaucoup plus compréhensible. Ici, c'est un peu la même chose. En fait, on nettoie, on recoiffe ce qu'on a décompilé pour en faire quelque chose de lisible et de recompilable, quoi. Oui, bon, voilà, après, rien ne te garantit que c'est exactement le même code qu'avant et que ce que tu recompiles va fonctionner. Hein, mais on a juste dit qu'ils compilaient. Ils n'ont pas dit que ça allait refaire le même binaire et que ça allait fonctionner. Mais ça peut être intéressant. Normalement, ça te refait un binaire très similaire. Voilà, c'est un outil qui est assez récent. Hein, il a que quelques jours et 3 semaines. Quelques jours et 3 semaines. Il a exactement 3 semaines. Donc c'est encore vraiment très récent. Un jeune tool, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir que même là, on va réussir à avoir des avancées intéressantes. Comme quoi, quand on cherche un petit peu cette intelligence artificielle, on commence à y trouver des usages qui sont moins idiots que ce qu'on pensait au départ, qui était un peu on va tout donner à manger aux intelligences artificielles. Là, ça dépanne. Pour le coup, c'est pas... Oui, c'est un truc utile, c'est un outil. Voilà. C'est un outil sympa, et quand tu vas le lancer...
Tu sais même pas que c'est de l'intelligence artificielle, tu t'en fous, c'est un truc... Mais c'est ça, et le faire nous-mêmes, ça n'a pas de réelle valeur ajoutée. Mettre un mec dessus pendant une journée pour recoiffer le code, c'est pas... Bah oui, c'est ça, quoi. En plus, ça va être plus qu'une journée. Enfin, ça dépend de la longueur du code, tu me diras. Mais voilà, Donc, bonne trouvaille de la part de notre ami Corben. Enfin, je dis ami, mais on ne se connaît pas. Mais bonne trouvaille tout de même. Et donc, bonne source, du coup, qu'on vous partage aussi. Allons-y, soyons fous. Tu voulais rajouter un truc, Aurélien, ou pas? Techniquement, il n'y aurait pas d'objection à le faire avec d'autres langages et d'autres compilateurs. Absolument pas. C'est juste qu'ils l'ont nourri avec du C. Ils lui ont bouffé du C. Okay. Je reprends mon analogie avec le traducteur, quel qu'il soit. Tu peux le faire toi-même aussi. Hein. Tu fais une traduction, voilà, mets-moi ça que ça donne du sens, et puis voilà, ça roule, quoi. C'est un peu le même principe. Moi, j'aime bien mes analogies en général. Donc, passons à la suite. J comme Jamy. C'est le mec dans le camion, ça. Ah voilà, alors ça, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, Jamy. Dis Jamy. Oui, tu connais Jamy dis Jamy. L'alternative décentralisée et sécurisée à Zoom, Teams, etc. Avant que tu en parles, c'est encore une source, c'est Corben, décidément, il est toujours dans le coin. Cette semaine, il y a 2 Corben. Je l'ai testé ça là tantôt, enfin cet après-midi, avec notre ami Xavier qui sortait de sa douche. Un détail, ça veut rien dire pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Voilà, mais il était chez lui, moi chez moi. Du coup, on n'a pas testé la partie vidéo. Mais ça fait de la vidéo, sinon. Oui, mais justement, du coup, on l'a pas testé. Donc, on a testé la partie textuelle. Donc, ça marche. Et on a essayé voilà, textuel. Et puis on a essayé de s'appeler pour se dire bonjour. Et là, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que quand tu appelles quelqu'un, quand de l'autre côté il décroche, l'application elle plante. Donc on a dû rater un épisode, on a raté une marche, je sais pas. Enfin voilà. Cela dit, sur papier, et c'est ce que tu vas sans doute nous dire, Aurélien, il y a du bon là-dedans. Il y a quelque chose, il y a un bon fond dans Jamy. Oui, Jamy à bon fond. Jamy à bon fond. Oui, alors, vous savez, il y a eu la pandémie, tout ça, on avait vu des gens débarquer dans des réunions Zoom alors qu'ils n'étaient même pas invités, tout ça en changeant l'URL. Vous vous rappelez de tout ça, là? C'était rigolo. Ouais, très bien. Ouais. Et on avait déjà parlé à l'époque de je sais pas si vous vous souvenez, Jitsi. Moi, j'utilise encore Jitsi de temps en temps. On s'en est servi chez les technos. En alternative à Skype à l'époque, je pense que Sébastien s'en souvient. Je sais pas aussi. si ça existe encore, mais moi je l'ai utilisé il y a quelques. Et donc il y a les grands outils. C'est du libre, hein, Jitsi. Propriétaire. Oui, non, mais il y a les grands outils propriétaires, Teams, Zoom, avec tout ce qui va avec, les pubs et les recommandations et tout ce que vous voulez. Et puis il y a quelques outils comme ça qui sont soit hébergés par des on va dire des tiers de confiance. Je pense à Jitsi, je crois que c'est hébergé dans une université en France, et Jamy, donc qui vient d'apparaître, qui est pour le coup un projet libre qui a été développé par la Free Software Foundation, qui est complètement décentralisé. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de serveurs centraux, tout est hébergé chez tout le monde, et c'est une communication peer-to-peer entre Xavier et Marc qui veulent s'appeler en sortant de la douche. C'est disponible sur toutes les plateformes, Windows, Mac, Linux, Android, iOS, pas de jaloux, pas de gens mis de côté. Ça se télécharge sur jamy.net. Ça se repose sur 2 réseaux distincts. Alors, j'ai pas gratté, mais OpenDHT, et puis il y a un smart contract Ethereum pour tout ce qui est le nom et les numéros de téléphone de chacun. Donc tout ça, c'est complètement sur la blockchain. Et dernier point, et non des moindres pour par exemple les entreprises, c'est compatible avec les clients SIP. Alors je ne sais pas si vous savez, les entreprises qui utilisent la voix sur IP pour leur téléphone, ils peuvent utiliser Astérisque. Astérix. Je sais plus. Je sais que c'est assez.
Astérix, voilà, ou des clients comme ça. Et ben Jamy peut aussi être un client SIP. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des applications tierces qui ne sont pas gérées par tous ces grands groupes que sont Microsoft, Zoom et compagnie. Et varier les plaisirs, c'est parfois intéressant, même en termes de visioconf. Oui, quand ça fonctionne, c'est chouette. Mais on a fait ça a pris 15 minutes, hein, on n'a pas été beaucoup plus loin. Xavier m'a juste laissé son dernier message, il m'a dit c'est moins bien que Signal. Voilà. Son dernier message exactement c'était je désinstalle, donc j'ai pas pu poursuivre. Donc on refera des tests, parce qu'en plus de ça je vous avais envoyé une invitation, hein, les amis, c'est vrai. Voilà. Et personne, à part Xavier, ne s'en est saisi. Donc voilà, ça fait marrer Sébastien. Bah, non, oui, alors là, à un niveau. Alors, c'est parce que je me rappelle le truc, et ça me fait marrer de revoir ce truc, c'est la marotte, et c'est pas chaque année qu'on sort un nouveau truc, mais plus ou moins la même chose. C'est vrai. Hein. Alors, en fait, en 1999, hein, certains qui nous écoutent n'étaient même pas nés, 99, on a lancé Jabber. Oui. Et Jabber, c'était ça, mais en 1999, quoi. Oui. Sans la partie blockchain, mais bon. C'était sans la partie blockchain, mais t'avais la vidéo, t'avais un truc libre, c'était le protocole XMPP. Il y a même eu Jabber qui était intégré sur Facebook, puis ils ont désactivé le truc, tu pouvais chatter. T'étais pas obligé d'avoir utilisé Messenger, c'était libre à l'époque. L'Europe va peut-être réimposer à rouvrir Facebook, hein, on ne sait jamais. Et donc il y avait des trucs. T'as raison, parce que quand on a cherché, à un moment donné, dans l'histoire des technos, on utilisait, au début en tout cas, les 3-4 premières années, on utilisait Skype. Et puis à un moment donné, c'était plus si évident que ça que d'enregistrer une image qui sortait de Skype. Enfin, j'ai beaucoup dû chipoter pour arriver à extraire l'image, pour la mettre dans la vidéo et pour faire en sorte ce qu'on voit là aujourd'hui. Finalement, on y est arrivé, mais on a quand même j'ai beaucoup regardé ce qui existait comme alternative. On a parlé de SIP, on a parlé de Jabber, enfin voilà. Et donc, si vous faites une petite recherche, vous allez voir qu'effectivement, il doit bien y avoir une douzaine, peut-être une quinzaine encore actifs, peut-être moins, d'applications qui reposent à peu près toutes sur la même technologie ou à peu de choses près, avec plus ou moins de succès, etc. Ça fonctionne, hein, c'est fonctionnel, mais à un moment donné, on se demande ce que ça apporte de plus. Alors chaque fois, on nous rajoute un petit truc. Ici, oui, effectivement, le coût de la blockchain, pourquoi pas, éventuellement, ça remet un peu le concept au goût du jour. Les extensions, c'est un truc qu'ils ont rajouté aussi, j'ai vu ça chez Jamy. Jabber en avait fait aussi, mais alors des trucs qui servent pas nécessairement à quelque chose, hein, comme rajouter un watermark sur l'image. Voilà, mettre mon nom sur l'image, ça n'a pas beaucoup de sens. Green screen, c'est pour faire un fond vert, c'est pour mettre des images derrière. Bah ça, les autres font ça très bien aussi. Enfin voilà, je veux pas critiquer, je veux pas être méchant ou quoi que ce soit. Je pense que toute initiative est bonne à prendre, mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on voit ce type d'application. Ça c'est clair. Mais ça vaut la peine quand même, quand on s'y intéresse et comme tu disais Aurélien, quand on cherche à sortir un peu des chemins battus et de ce qui existe, pourquoi pas, pour une petite communauté entre potes, pour s'en servir facilement, etc. Quand ça fonctionne, si on n'est pas sous sa douche, ça c'est chouette. Oui, je voulais rajouter un truc. Oui, vas-y. Oui. Maintenant, qui réellement est derrière, ça, je n'ai pas été voir. Non. La seule chose que j'ai vu, c'est un GNU package, donc je sais que c'est libre, ça c'est bien. Oui. Peut-être qu'ils se sont inspirés de Jabber à l'époque, mais quand tu vois Jabber, ça me fait rire, c'est qu'il t'a sur la première page, il dit attention, on est en train de faire une migration, il y a des trucs qui fonctionnent pas encore très bien, janvier 2023. Et puis tu as la page des statuts qui dit attention, l'IPv6 est cassé, on le répare, ça va revenir. Mars 2023. Donc, ouais, voilà, il faut que ce truc tienne après sur long terme. Il faut que ce soit soutenu, oui. Et on parlera des problématiques du libre après, s'il vous plaît. C'est effectivement une problématique du livre, oui. Mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister, on va pas non plus critiquer tout. Il faut savoir que ça existe.
On n'est pas dans une période... On va pas... c'est qui quand il défend son sujet, l'autre. Je me rappelle d'un épisode où Aurélien, chaque fois qu'il sortait un sujet, t'avais Sébastien de l'autre côté qui dit « Ouais, mais ça, on l'a déjà vu. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Ouais, mais... » C'était le pire épisode d'Aurélien. Mais bon, voilà, on n'en est pas là. Moi, je trouve que l'initiative... voilà. J'aimerais bien arriver à le faire fonctionner, ceci dit, pour être certain de ne pas être passé à côté de quelque chose. Mais voilà, testez-le chez vous, si vous voulez. Et peut-être qu'on pourra se parler. Je t'appelle demain, Marc. Ou se voir. Ça va. Demain, c'est vendredi, c'est pas le jour de ma douche. C'est n'importe quoi. Allez, on passe à la suite. Ça dépend de l'heure, en fait. P comme POC. Ah, c'est les fameux POC. Vous vous rappelez de ça? Oui, c'est ça. Quand on se faisait un POC, moi je me rappelle, quand on a, juste pour l'anecdote, on faisait des POC, hein, donc on s'envoyait, c'était équivalent d'une petite tape sur l'épaule pour rappeler, tiens, on existe, je suis là, hein, sur Facebook, on disait, hey, t'as vu, je suis là, juste comme ça en passant, c'était pour dire aussi, tiens, je pense à toi, dans certains cas, etc. Et moi je me rappelle, il y a quelques temps maintenant, le POC n'existait déjà plus depuis très longtemps sur Facebook, et sur Twitter, avec tes potes, on s'envoyait juste POC, juste pour déconner, parce que on trouvait ça rigolo, et parce que ça manquait quelque part, ce petit POC, complètement idiot, je sais pas qui a inventé ça, mais je trouvais ça assez malin. Sébastien, le POC n'est pas mort, j'espère. Le POC n'est pas mort, le POC revit, le POC revient. Facebook essaye de le remettre au goût du jour. Ah oui, bon, bah après tu vas plus beaucoup sur Facebook, mais c'est de là qu'il était, et c'est là effectivement qu'on l'a le plus utilisé, et il revient. C'était effectivement une des premières fonctionnalités de Facebook, hein. C'était à l'époque où ils étaient encore en train de... Enfin, c'était une première app avant qu'ils lancent le fait que tout le monde puisse... avant que tout le monde puisse faire son app dans Facebook, et donc il n'y avait pas 50 trucs, c'était Facebook, les photos, les statuts, et le petit bouton... Le mur n'existait pas. Le mur n'existait pas encore, je pense, à ce moment-là. Oui, c'était le tout début. Et donc Facebook essaye de le relancer parce qu'ils se disent que, enfin, ils ont vu que c'était pas totalement mort, hein, le truc ils l'avaient pas désactivé, mais ils l'avaient caché dans un coin, et ils ont vu qu'en fait il y a beaucoup de jeunes qui l'utilisent, et donc ils se disent on va le remettre un peu en avant. Et si tu fais facebook.com/POC au pluriel, eh bien vous voyez là pour y accéder. Alors ça devrait revenir sur la page des profils, et c'est là que j'ai vu que effectivement il y en a un que j'ai envoyé à ma compagne Caroline, que je salue, qui n'a pas répondu, et je pense que ça fait 6 ans que tu n'as pas répondu. Donc si tu pouvais répondre il règle ses message personnel, je pouvais en renvoyer un, mais tu n'as pas répondu, et donc la chaîne est cassée. C'est vrai que quelque part, quand on faisait un POC, l'autre n'a pas répondu. C'est ça, et quand tu recevais pas le POC de retour, tu disais, putain, je pense plus à moi. Pourquoi même plus. Pourquoi tu me POC plus? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Alors dans l'ascenseur après, au boulot, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'as pas répondu? Ça fait 6 ans que j'attends. 6 ans. 6 ans. Ce truc a 20 ans, et donc j'attends depuis 6 ans. Donc voilà. Bon, entre temps, vous avez fait un enfant, donc je pense que elle a répondu pour le coup. Voilà. Mais voilà, tout ça pour dire, le truc est pas mort, et ils font des petits changements pour essayer de le remettre au goût du jour, et ça fonctionne parce que depuis le dernier mois, son utilisation a augmenté de 13 fois. Donc ça revient. 0 fois 2, ça fait... c'est forcément... Ouais. Non, mais il l'a pas supprimé. Non, mais voilà. Puis après, il critique mes sujets, quoi. Ça c'est non, mais sans rire, ça, si c'est pas un sujet creux, je l'aimais bien, moi j'ai un peu de nostalgie sur ce truc. Ouais. Mais moi aussi, c'est ça avec Caroline, quoi. Je suis sûr que vous nous écoutez, vous pouvez regarder, vous allez nous dire que vous aimez ça, et que vous aussi vous avez joué avec, et qu'il y a un petit point de nostalgie de ça va encore. Sauvez-nous. Sébastien est au planning dans un mois, il vous dira de combien le POC a été multiplié depuis qu'il en a parlé dans les technos. Mais je pense qu'entre maintenant et dans un mois, il n'y aura pas énormément de progression. Mais ça, je suis mauvaise langue, peut-être. Caroline m'a répondu d'ici là. Sinon, c'est qu'on a un problème. Je vais quand même essayer de retrouver mon compte. Je vais essayer de retrouver mon compte Facebook. Des fois que quelqu'un m'envoie un POC, ce serait dommage de le rater.
C'était le seul truc que j'aimais dans ce réseau. Bref, effectivement, tu as raison. Posons la question à ceux qui nous écoutent si vous aussi vous appréciez le POC. Je sais que parmi nos auditeurs, certains étaient très réfractaires depuis le départ à Facebook et je sais qu'on va avoir des réponses. Je n'ai jamais été sur Facebook, je n'irai jamais. Ok, d'accord, pas de souci. Si jamais vous avez été un jour sur Facebook, même si vous n'y alliez plus, est-ce que le POC vous a laissé de bons souvenirs? Voilà, on en est là. Épisode 439. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, la lettre T comme train. Alors, on va parler train électrique. Non, vrai sujet intéressant, documenté, choisi. Ne grille pas, parce que c'est une fois qu'il porte et mes oreilles saignent. Aurélien, Iron Lev veut révolutionner le transport ferré, mais c'est quoi Iron Lev? C'est une start-up italienne. Alors, je vais en parler, c'est très intéressant, c'est techniquement très osé. J'ai quand même un peu mal à y croire, mais il y a un site, il y a des protos que j'ai pas vu en vidéo, de quoi mais voilà, de trains à lévitation magnétique. À sustentation magnétique. Donc vous savez, les trains, généralement il y a des bogies, et les bogies ils vont sur des rails, et il faut quand même quelques kilowatts pour les faire avancer, parce qu'il y a des frottements. Et donc, il y a des maglev qui existent, qui sont des trains à sustentation magnétique. Il y en a au Japon, si je ne m'abuse, qui nécessitent... qui ont très peu de frottement, puisqu'ils sont vraiment en lévitation au-dessus des rails, mais qui nécessitent quand même des voies ferrées très particulières, qui coûtent très cher à mettre au point. Donc, on met ça uniquement sur des lignes très fréquentées. Voilà. Ouais. Et donc, cette start-up... italienne qui a été créée en 2017 a participé au projet Hyperloop de SpaceX. Alors, on peut critiquer le directeur de SpaceX, mais au moins il fait des concours qui poussent les gens à avoir des projets un peu fous. Et donc cette start-up a mis au point un prototype de train de train à sustentation magnétique qui s'utilise sur des rails standards. C'est ça que je trouve bluffant, moi. Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, je vais vous en parler après. Ouais, c'est cool. Et contrairement au maglev que l'on connaît, ce n'est pas des électroaimants qui consomment de l'énergie qui permettent de sustenter le train. Ils disent que c'est des aimants et que on peut même sustenter le train alors qu'il ne bouge pas. Alors ça, pour moi, techniquement, j'ai un peu de mal à comprendre. En tous les cas, ils ont déjà fait un démonstrateur qui utilise, où ils ont mis une Tesla une voiture donc dessus, et donc ils disent que le train, le wagonnet, ils arrivent à le pousser, à le tirer à la main parce que il y a aucun frottement, ça c'est complètement compréhensible. Et qui serait déjà allé, si je me trompe pas, à 70 km/h sur une voie ferrée standard, et que le prochain test vont être de faire un train de marchandises avec une charge de 20 tonnes à plus de 200 km/h. Ça, c'est ce qu'ils veulent faire dans les prochains mois. Donc moi, aujourd'hui, j'ai un peu de mal à comprendre, et s'il y en a parmi nos auditeurs qui ont plus d'infos, parce que forcément, c'est un projet qui est, à mon avis, quand même avec un peu d'enjeu, donc un peu confidentiel, qui peuvent m'expliquer comment le rail, qui est ferromagnétique par nature, on lui met des aimants autour, on va faire un frein, on va faire ça, puisque frein courant de Foucault classique, je vois pas ce qui peut arriver. Par contre, voilà, si ce qu'ils annoncent comme promesse est réellement réalisable et que les prototypes qu'ils ont faits sont réellement existent vraiment, je pense qu'il y a réellement des grosses avancées à attendre. Et si vraiment on peut utiliser ça sur les voies standards classiques déjà implantées, vous voyez pas les économies que ça peut faire.
en termes de bruit pour l'utilisateur, en termes de vibration, en termes de coût et d'écologie. Hein. Enfin, il ne faut pas refaire de nouvelles voies, et on utilise les mêmes que pour le train classique. Sur le papier, c'est assez bluffant, je te l'accorde. Alors, pour le coup. Quand vous regardez les vidéos de ce qu'ils proposent, là, il y a 2 moteurs synchrones à côté de là où il devrait y avoir les bogies. Oui, parce qu'il faut quand même avancer. D'après ce que j'ai pu voir, c'est pour avancer. Hein. Ces 2 moteurs ont des roues qui viennent se caler à l'intérieur des rails, donc sur les côtés des rails. D'accord, et donc, c'est ça qui fait la propulsion. C'est la propulsion, voilà, c'est ça. D'accord, ça ne fait pas partie du système magnétique, d'accord. Non. Bon, en tous les cas, ce qu'ils expliquent me séduit, m'interpelle. Je n'ai pas la certitude que ça peut lever une charge de 2 tonnes, mais s'ils y arrivent, je demande à comprendre comment. Et si vous avez, je ne sais pas si leurs brevets sont publics et que vous les avez, partagez-les. Je les lirai avec grand intérêt. Moi aussi, parce que je trouve ça, de nouveau sur le papier, je trouve ça génial, mais on manque d'informations, là, pour le coup. Ça me paraît quand même un peu limité, parce qu'il y a plein de questions qui fusent. Parce que, comment est-ce que... c'est parce que ça doit être asservi à un moment donné, parce que la charge n'est pas toujours... Enfin, tu mets un sac de ciment ou tu mets une personne, ça va pas être le même poids. Enfin, voilà, il y a quand même plein de questions qui se posent. Voilà, si c'est du bluff, c'est un joli bluff. Ils ont quand même mis les moyens pour faire leur bluff, hein, du coup. Mais je sais pas, c'est très particulier. Mais en tous les cas, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui se lancent dans des projets où l'objectif est quand même assez haut. Oui, ça tape haut, en effet. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien de ce projet, truc intelligent. Ils utiliseraient des aimants permanents. Alors, excuse-moi, moi je suis pas... Et alors, parce que en fait, la lévitation se fait sans aucune alimentation. Hein. Ça lévite sans alimentation électrique. C'est ça, c'est des aimants permanents, c'est le principe. Qui se repoussent. Voilà, mais les rails ne sont pas polarisés. Oui, enfin, il y a un problème déjà à ce niveau-là. Ou alors, on a raté un épisode, je sais pas. Ok, bon, ben, écoutez, l'épisode 440, c'est celui-là qu'on a raté. C'est pas encore là, l'épisode 440. Il vient la semaine prochaine, l'épisode 440. Et puis, on n'a pas fini le 439, donc qu'est-ce que tu veux j'ai pas sûr. Si vous voulez bien... Oui. Moi, il y a un truc qui me perturbe, c'est que j'ai regardé plusieurs fois la vidéo pendant qu'Aurélien expliquait, et à chaque fois, sur la fin, il me propose une vidéo sur Dora l'exploratrice. Et donc, je ne comprends pas. Mais ça, c'est en fonction de tes usages. C'est quelqu'un utilisé sur ton ordinateur, probablement. Oui, mais ça, à mon avis, ça, c'est les enfants. Ils ont joué avec... et c'est peut-être que pour ça que ton fond d'écran a changé. Investigue de ce côté-là. Non, mais... mais attends. Ça, c'est quand les personnes qui répondent pas à ton POC, tu peux te méfier après quand tu leur fais des enfants. Bon, allez, on passe au dossier si vous voulez bien. Open source, logiciel libre, votre première contribution, comment ça se passe ? Comment y va-t-on ? Pourquoi y aller ? Etc. etc. C'est un sujet qu'a lancé notre ami Sébastien, justement, avec Aurélien, évidemment, qui va nous parler aussi de ça d'ici quelques instants. Mais d'abord, Sébastien, sur le principe, pourquoi contribuer ? C'est quoi contribuer ? Ça sert à quoi ? C'est quoi ce truc ? Alors, le principe de l'open source, c'est facile, c'est on a un projet, genre, allez, on va imaginer, on va faire un logiciel pour les podcasts, pour enregistrer les podcasts, eh ben, je vais écrire mon truc, mais tout seul, je vais jamais y arriver, j'ai autre chose à faire, je dois dormir aussi, c'est pas mon job, et donc, je vais commencer un truc, et puis je vais essayer de trouver des gens qui vont m'aider, pour essayer de terminer d'autres développeurs qui se disent, ah bah oui, c'est génial, on va faire ton truc, tu trouves un gars sur un forum, un deuxième, un troisième, et à un moment, tu arrives à sortir quelque chose comme Jamy, Jabber, ou des trucs comme ça. Parce que Jamy, c'est pas un truc comme un seul gars, c'est une équipe de gars qui ont bossé ensemble pour arriver à ça, qui ont et qui ne se sont peut-être jamais vus. Très souvent, voilà. j'ai beaucoup contribué à des projets quand je débutais ma carrière,
Et au final, oui, ces gens, c'était un Américain, il y avait un mec en Norvège, je les ai jamais vus. Mais ils étaient tous très sympathiques, on passait plein de bons temps ensemble, mais on ne s'est jamais vus. Et donc, le premier point, effectivement, est dans une forme de communauté, d'aider les autres, en disant, toi, t'aimes bien aller expliquer à ta voisine que la plante qui pousse dans son jardin, c'est des jacinthes et qu'elle peut les garder, parce que tu t'y connais. Ben là, c'est pareil, il y a des gens qui vont s'aider entre eux, et on partage la connaissance, on s'aide, on passe du temps, et on va travailler ensemble. Et donc, c'est juste de l'humain, tu vois. On est humain, D'accord. on est dev, et donc plutôt que... Et ça se passe passer bien. notre- Je veux dire, il n'y a pas de, parce qu'on le voit de temps en temps sur des forums, par contre, de développeurs, Non. où quand quelqu'un vient avec une question de béotien, il y a toujours un qui est plus malin que les autres. Il dit mais enfin, espèce de couillon, c'est pas comme ça, c'est comme ceci. Et du coup, t'as plus envie, quoi. Ça Oui se et passe non. pas comme ça. Oui et non. Ça se quand passe. même. Il y a des projets où il y a jamais quelqu'un qui va. Mais c'est comme dans la vie réelle où jamais quelqu'un qui va Ouais, lever ouais. le ton et ça va bien se passer. Et d'autres où il y a des connards et où tu Ouais. sais que tu vas te faire engueuler. Si tu travailles sur le noyau Linux, ce qui n'y arrivera jamais ni à toi ni à moi, parce que voilà, il Enfin, faut ouais. un certain niveau. Même moi non plus, je ne travaillerai pas là-dessus. Mais il y a une grande chance que tu te fasses insulter par Linus. Parce que c'est son caractère. Oui, mais Il y a ça, des c'est gens parce qui que ont un certain tempérament. c'est le Tu taulier, vois. donc c'est forcément. Non, ça se Voilà. passe pas toujours bien, mais généralement ça se passe bien parce que le fait que tu travailles à quelque chose en forme de bénévolat, bah, c'est positif. Alors pourquoi le faire? Pourquoi je le faisais aussi en début de carrière? C'est que bah, ça t'aide sur plusieurs points. D'un point de vue personnel, ça te permet de bosser en équipe. Moi, dans le début de mon taf, je bossais tout seul, donc là, ça te permet de collaborer Ouais. sur des trucs. Ça te permet d'améliorer tes connaissances, parce que bah, généralement, tu vas tomber sur des gens qui ont... tu vas pas prendre un projet hyper simple, sinon tu vas t'emmerder. Donc, tu vas essayer de prendre quelque chose qui repousse un petit peu tes limites, et tu vas tomber avec des gens qui sont souvent meilleurs que toi, ou avec lesquels tu vas pouvoir chercher. Bosser à deux, en tant que dev, c'est toujours appréciable, parce que bah, on Ouais. va pouvoir... T'apprends des trucs, quoi. donc, Ouais. t'apprends des trucs. Et donc, tu échanges, et à un moment, tu dis, il y en a un autre qui va relire ton code, il dit non, on va le faire autrement, etc., etc. Donc, pour se développer, c'est toujours un très bon truc. Et puis, pour se développer aussi en réputation, parce que le fait de faire du libre, ben, en général, du coup, Tu fais du réseau. Tu fais du réseautage, en gros. tu fais du réseautage, parce que tu vas publier Ouais. des codes, et puis à un moment, quand tu vas tu vas chercher un job, c'est bien, hein, ou si tu as un job, ben, ton code, s'il est positif, ben, tu sais que tu vas participer à tel ou tel projet. Ben, il y a des projets qui, effectivement, ben, te donnent une certaine forme d'entrée, parce que voilà. Dans le club, un dans peu le club. restreint de ceci ou de cela. Fermé. Ouais. Non, et puis si tu travailles beaucoup sur, j'imagine, allez, un truc de réseau, une libre réseau quelconque comme Curl, bah, elle est pas quelconque, hein, elle est top, qu'on s'entende. Hein. Si tu postules pour un job de back-end où on sait que tu as besoin de faire beaucoup d'appels là-dedans, on va se dire, bah oui, mais bon, on sait qu'il est bon, hein, il Ouais. participe au truc. Donc, ça Ouais, peut être un c'est ça, plus ouais. sur un CV. Mais, Donc, mais juste une question, mais oui. à partir de là, on n'a pas... Enfin, quand tu développes ton projet pour ton application de podcast, il n'y a pas de notion de business. Bah, pas forcément. Le business, effectivement, il n'y a pas forcément de notion de business. Ça dépend, là, ça dépend vraiment, c'est une question de point de vue. Certains vont tu développes ton code, tu le balances sur une plateforme quelconque, dont on On va en en parler parlera, après. et puis les gens le compilent et l'utilisent. Ça, tu le fais pour toi, ou tu peux vouloir en faire quelque chose de lucratif. Et lucratif, on s'entend. Et tu vas le faire, tu vas gérer par exemple l'hébergement. Si c'est un projet qui fait de l'e-commerce, bah, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir l'installer, un PrestaShop ou Magento, et bah, tu vas proposer aussi l'hébergement par celui qui crée le truc en disant, bah, tu sais qu'il va être bien géré, c'est moi qui le crée. Oui. Et là, tu vas pouvoir Bah, c'est effectivement comme ça qu'a avoir démarré une aussi forme WordPress. C'est comme ça que vit enfin, PrestaShop. oui, c'est ça. etc. Ouais. Et mais après, Euh, tu le prends, t'en fais ce que tu veux, mais si tu dis, bah non, je suis pas un dev, ou je suis pas tech, j'ai pas envie de, tu payes les services d'eux, et en même temps, tu sais que, quoi qu'il arrive, tu peux toujours l'héberger ailleurs, t'as la liberté. Donc souvent, t'as un truc de service où, parfois, t'as juste du sponsoring. Donc, on est bien d'accord. Ça, c'est les raisons pour lesquelles on va contribuer. On va contribuer comment ? N'en déplaise à Najat,
pas par papier, avec un crayon, parce que c'était la grande idée de Najat Vallaud-Belkacem cette semaine, c'était pour coder, vous n'avez pas besoin d'avoir accès à Internet, vous pouvez coder avec du papier et un crayon. C'est ce qu'elle a dit cette semaine. Je suis désolé, il fallait que je le place dans la conversation quand même. Elle s'est fait un petit peu rabrouer, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, l'idée c'est de le faire au travers de plateformes différentes et variées. On entend déjà le mot GitHub venir au loin, ou aussi des communautés comme Framasoft venir de l'autre côté. Aurélien, tu as fait un petit peu l'inventaire de ces machins-là et tu peux en parler donc. Alors Framasoft, j'en avais parlé il y a quelques épisodes parce qu'ils ont fêté leurs 20 ans je crois et j'avais adoré préparer cette news-là parce que c'est vraiment une super histoire. Quand vous prenez le Wikipédia de Framasoft, le premier mot qui est juste après le nom Framasoft, c'est réseau d'éducation populaire. Et voilà, c'est vraiment de l'évangélisation au numérique. Et ça a été créé il y a quand même en 2001. L'association est un peu plus récente, mais ça fait plus de 20 ans que ça existe. Et donc ça a été créé beaucoup autour des écoles, la promotion des maths et du français, pour sortir de logiciels propriétaires payants et démontrer que par le libre on peut faire aussi avancer et évangéliser les gens. Donc ils sont là pour la promotion et la diffusion et l'enregistrement de la culture libre. Ils ont évidemment un tas d'outils et de services qui sont libres en ligne. On parle de... Alors, je vais pas citer toute la liste parce qu'ils en ont un paquet plus que... Même s'ils ont un petit peu purgé. Ils ont purgé. Ils ont fait ce qu'ils font, ce qui n'avançait plus, etc. Ils ont pour se focaliser sur les choses qui avancent et qui sont encore porteuses d'intérêt de la part du public. Oui. Alors, je sais pas, on peut en citer quelques-uns, Framadate... oui, c'est souvent des équivalents de ce qu'on connaît chez les GAFAM, hein, c'est ou pas loin en tout cas. Mais voilà, c'est eux qui ont aussi... Alors, j'ai parlé beaucoup de choses éducatives, mais c'est aussi eux qui ont lancé en France et en francophonie des Googlisons Internet, et qui ont donc une alternative, merci Marc, je commence à être cuit. Une alternative à tous les outils Google en termes de mail, de recherche, d'agenda et autres. Voilà, donc 2004, création de l'information, de l'association, pardon. Le forum Framagora, Framablog, tout ça, c'est des endroits où vous pouvez aller fouiller si vous êtes intéressé pour au moins voir ce qu'ils font. Et je finirai, pour Framasoft, je finirai avec leur slogan que j'avais déjà dit à l'époque, mais je trouve tellement bon que je ne résiste pas au fait de vouloir leur donner « La route est longue, mais la voie est libre ». Et le deuxième slogan, c'est « Changer le monde un octet à la fois ». J'aime beaucoup. Ça, c'est pour l'aspect communautaire, on va dire, et outils qui peuvent exister, voir un petit peu comment ça se passe dans le livre. Après, il y a vraiment l'aspect, plus comme ce qu'expliquait Sébastien, l'aspect collaboratif dans le développement. Oui. C'est là où on arrive sur des plateformes type GitHub, qui permet aux développeurs de créer, stocker, gérer et partager leur code. C'est parti du logiciel Git, qui est un logiciel qui permet de faire du versionning entre différentes personnes, de vous aider et vous mettre des jalons dans votre développement. En janvier 2023, pour vous donner un peu l'importance de GitHub, il y aurait 100 millions de devs qui seraient sur GitHub. Et GitHub qui héberge 420 millions de projets. C'est énorme, hein. Enfin, vous imaginez, c'est quoi, c'est 8 par français, quoi. Et 28 millions ont dépopulé. Oui, je suis désolé, mon étalon, moi, c'est la France. Oui. Voilà.
Donc ça, Parce que ça fait beaucoup plus par belge. Ça fait beaucoup plus par belge. Cette aventure de GitHub, elle a commencé en 2007, c'est un peu plus récent vous voyez, que Frama. On t'entend, ne crie pas. Je sais que t'es loin. Mais... Et donc, 4 ans après la création, c'était porté par les fondateurs, et ça a très vite levé beaucoup de fonds. Dont une levée de fonds de 250 millions d'euros, puisque en fait, c'est colossal. C'est colossal et ça génère de l'argent. On pense qu'aujourd'hui, en 2023, GitHub génère $1 milliard de recettes. Alors c'est là où je posais tout à l'heure la question de l'aspect business et de l'aspect monnaie sonnante et trébuchante de ces plateformes, mais il faut pas négliger, j'en reparlerai juste après, le fait que derrière ça il y a des projets qui sont réellement qui vont économique, qui ont une réalité économique, pardon. C'est ça, je finirai juste en disant qu'en 2018 ça a été acquis par Microsoft. Alors ça GitHub, hein. GitHub pour des bonnes et des mauvaises raisons, il y a eu une polémique et plein de choses, et on a parlé en 2023 pas mal de GitHub pour aussi une autre raison, c'est qu'il y a eu un dépôt des codes sources de Twitter. Alors ça, qui l'a fait, pourquoi, comment, on ne sait pas, mais en tous les cas voilà, on en a beaucoup parlé à ce moment-là. Je vais clore là-dessus sur ces deux grands du... Oui, c'est ça, c'est deux aspects en tout cas du logiciel libre, et c'est bien vu. Sébastien, il y a un problème, malgré tout. J'ai tout ça, je connais la communauté Framasoft, je connais Git, j'ai un compte GitHub, je ne sais pas programmer. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est possible ou pas? Possible ou pas? Oui. Alors, c'est effectivement un point, une question super intéressante que tu me poses, la Marc. Tu me prends totalement au dépourvu. Je suis désolé. Oui, en fait, il y a plein de points dans le truc. J'adore le site de Framasoft. Allez jeter un œil, parce que en plus d'avoir un projet communautaire assez incroyable et assez ancien, leur truc, il est magnifique. Le truc, c'est un joli site avec un joli fond, des jolies couleurs. Enfin, les mecs ils se sont vraiment bien améliorés aussi. Hein. Ils ont refait les logos et tout ça. Ils ont un chouette graphiste, c'est chouette. C'est super sexy, etc. Ouais. Et ça fait pas partie des qualités des devs en général. Mais non. Les ça, devs, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. On fait des trucs souvent, un dev back-end. On fait souvent des trucs qui sont fonctionnels, mais pas très sexy. Et où on fait pas un truc, la documentation, c'est pas non plus souvent notre et le trip. logo de l'application. Je vous renvoie on avait fait une série de hors-série sur les logiciels libres, où il y avait un paquet, chaque hors-série c'était 4 logiciels libres. Qu'est-ce que j'ai eu du mal à illustrer les vignettes de ces épisodes. C'était très difficile. Parce que c'est difficile. Les traductions, tu vois, on va écrire un truc parfois, même juste le texte, hein, on a parlé de traduction, c'est difficile. Répondre aux utilisateurs sans s'énerver, ouh là là, c'est difficile. Gérer la communauté, un petit peu de marketing, etc., etc. Et donc, il y a plein en fait, c'est comme dans une boîte, il y a plein de jobs autour d'un projet qui font que le projet fonctionne. Si tu veux qu'il fonctionne, pour un utilisateur lambda qui va utiliser un soft que tu as fait en libre, il faut une doc, il faut que le mec il puisse l'utiliser. Bien sûr. Il faut que ce soit dans sa langue. Si tu l'as fait qu'en russe, nous on pourra pas l'utiliser. Déjà parce que, mais voilà. Et si tu veux que le truc fonctionne, il faut faire du test aussi. Donc ça prend du temps de tester les trucs. Ça prend du temps effectivement de répondre aux consos qui se disent comment je m'installe ton truc. Donc il y a plein de trucs qui tournent autour. Et c'est pas parce qu'on n'est pas dev qu'on peut pas se dire je vais m'intéresser à un projet et je vais lui donner du temps. La plupart des projets cherchent des petites mains qui ont du temps pour les aider sur tel ou tel. Tous les grands, parce que enfin, c'est un peu dénigrant. Enfin, parce que quelqu'un qui fait un joli logo, etc. Bah, c'est un talent, il faut le respecter. Enfin, c'est ma vision du truc. Il n'est pas obligé d'avoir des grandes mains, parce que c'est mieux d'avoir des petites mains pour tenir la souris. Tu vois, le pen. Si t'as une grande main, le crayon, on fait tout au crayon maintenant. On a déjà dit. Donc, si t'as une grande main, c'est dur le crayon. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que c'est chaque
rôle, Non, comme tu l'indiquais, est important et peut prendre de l'importance dans le développement de l'application. Quand je dis développement, c'est pas le développement, les lignes de code, mais le développement d'être connu par le plus grand nombre. On peut parler réseaux sociaux, on peut parler démonstration, contacter des podcasteurs pour parler de son application parce qu'on en est fier, par exemple. Je dis ça comme ça. Tout ça, ça a du mérite. Et quelque part, ça met en avant le travail de ceux qui codent, qui pissent du code, et c'est une reconnaissance aussi. Oui, et il y a plein d'autres points qui sont moins fun, hein, des questions légales, des questions financières qui doivent être gérées. Pour aller chercher du sponsorship parfois, parce que même si tu fais du libre, t'as peut-être parfois besoin de faire tourner un serveur, et quand tu veux faire tourner un serveur, 99% du temps, c'est les mecs qui payent de leur poche pour faire tourner la machine, et donc un jour ça marche plus, parce qu'ils ont pris un bus, ou ils ont plus envie, ou que sais-je. Et donc, il y a vraiment tout un écosystème qui ont besoin d'eux, et souvent, c'est quand même là où ça pêche un peu dans le libre, c'est que le design est pas souvent léché, la doc, à part, il y a des projets qui sont super bien documentés, comme Curl, qui est vraiment une top référence, mais alors après, mais il y en a moi j'en ai d'autres. vu qui même pas faire de la doc, on fait un side project pour faire un outil qui gère la doc. Pour pouvoir c'est un peu comme ça que Wiki est né, hein. Enfin le Wiki de manière générique, pas Wikipédia, mais c'est un peu comme ça que c'est né aussi. C'est un outil de documentation collaboratif où chacun peut venir corriger la doc les uns derrière les autres, un peu à la manière de Git quelque part. Donc ça vient de ce genre d'aventure aussi. Tout à fait. On essaye de tout automatiser à chaque fois, effectivement, que ce soit la doc qu'on va essayer de retrouver à partir du CodeSource, mais tu peux faire ce que tu veux. Et si tu veux qu'un projet fonctionne bien, pour que l'utilisateur lambda l'utilise, ça doit être sexy. Oui, ça, y a pas photo. Et il y a beaucoup d'efforts dans la communauté depuis ces dernières années, d'où des sujets que j'ai déjà fait il y a 2 semaines et encore avant. Tout doucement, ça commence à percoler pour qu'un utilisateur lambda l'utilise sur son PC, parce que ça marche pas mal, et pour final, c'est pour aller avec Firefox ou Chrome sur Internet, ça marche. Hein. Oui. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, là je me retourne de nouveau vers Aurélien, mais Sébastien peut intervenir aussi, évidemment. Finalement, tout ça, est-ce que ça peut conduire à être rentable, devenir un job, par exemple ? Alors oui, je remercie Sébastien de m'avoir filé une source, une mine d'informations, une mine de chiffres. En 2022, l'économie du libre, c'est 25 milliards de dollars, et on projette jusqu'à 2030 une croissance annuelle de 17%. Et donc dans cet article, on met le point sur le fait que ce soit les grandes entreprises, enfin majoritairement les grandes entreprises, mais également les TPE, PME, se servent de plus en plus d'architecture libre, d'architecture ou de modules qui sont libres, et développent également du libre. Et donc, comme le disait Sébastien, le fait de mettre le doigt dans, ou en tous les cas de contribuer à des projets au début de sa carrière, peut être un argument et un atout majeur pour prendre un job dans une grande société qui aura besoin de quelqu'un fort en réseau, je reprends l'exemple de la librairie Curl, qui sait manier le curl facilement, et forcément si on a besoin de quelqu'un et qui a le bon profil parce qu'il y contribue par ailleurs, voilà, etc. Un IT réseau, forcément c'est un énorme atout, donc on peut dire que le libre, ça peut être le CV de l'IT maintenant. Enfin, ça peut faire partie, ça peut être une clé majeure du CV de l'IT. Est-ce que, là je pose la question à tous les deux, mais je pense que Sébastien a peut-être plus à répondre, est-ce que le milieu de scolaire, les gens qui apprennent l'informatique, ou qui ont envie d'apprendre l'informatique, est-ce qu'ils n'ont pas déjà un petit peu le doigt dans un guide quelque part, en se disant ça va me servir pour plus tard, ou enfin ceux qui ont vraiment qui ont la rage, quoi, qui ont vraiment envie d'y aller, quoi. Est-ce qu'ils y vont pas déjà un petit peu en avance en disant ok, je vais essayer des choses là, ou pas? C'est un peu la genèse d'un truc dont on parle souvent aussi, le Raspberry. Le Raspberry, c'est à la base un truc prévu pour de l'éducatif,
Et c'est bon, alors maintenant, hein, c'en est loin, oui et non, hein, on peut toujours l'utiliser pour ça, parce que c'est un petit truc qui coûte pas cher. Et tu pourrais équiper une classe d'école pour le prix d'un PC, avec un Raspberry et un écran, et pour faire des choses. Alors oui, en général, ça va plus bidouiller pour aller chercher vers du libre, en éducatif. Mais en professionnel, faut pas sous-estimer le nombre de personnes qui bossent aujourd'hui dans le libre et qui ont un salaire normal. Effectivement, la plupart des très grosses boîtes, tu vas dans le libre, Amazon, Salesforce, Red Hat, Cisco, Microsoft, Oracle, tout cela paye des gens sous leur payroll pour travailler sur des projets parce qu'ils en ont besoin, même si le projet est utilisé par le concurrent, parce que on a besoin d'un projet, enfin d'un truc équivalent. Hein. On a besoin de faire tourner des machines avec des couches réseau qui fonctionnent, des serveurs web, des serveurs, enfin un peu de tout. Et donc souvent ça collabore énormément sur l'intelligence artificielle, sur plein de trucs. Et donc oui, ça peut, bah oui, c'est pas que ça peut. Ça génère beaucoup d'emplois aujourd'hui. Et ça peut te permettre d'avoir un CV intéressant dans certaines boîtes. Alors c'est aujourd'hui un marché qui est très américain, quand même, parce que dans toutes les boîtes que j'ai citées, hein, soit Google, Cisco, Microsoft, Oracle, SAP, c'est à chaque fois SAP est européen, mais tous les autres sont américains. Et notre marché qui a beaucoup tendance ces dernières années à se développer dans le libre, c'est le marché asiatique, avec effectivement l'Inde et la Chine, qui sont quand même deux gros pourvoyeurs de dev dans le libre. Le marché financier n'y est pas encore, mais le nombre de personnes est assez important aussi, surtout que les Chinois maintenant essayent de se libérer forcer, hein, à marche forcée, mais se libérer des outils américains. Et il y a une initiative alors j'ai essayé de retrouver des sources, mais j'ai retrouvé que des articles d'il y a une quinzaine d'années qui n'étaient pas super bien documentés. C'est que l'open source était utilisé, mais pour moi c'est pas une légende urbaine, c'est pour ça que j'ai essayé mais j'ai pas retrouvé suffisamment d'infos de l'époque. C'était utilisé en Australie. Alors en Australie, il faut savoir que quand tu touches des allocations, tu dois tu dois justifier un certain nombre de ton temps pour service à la communauté. Et donc, il y a une société en Australie qui avait réussi à ce que le gouvernement australien donne son aval à ce que cette société fasse du développement libre, donc que des gens viennent passer du temps chez eux et que ça compte pour ce quota. Et donc, effectivement, le marché australien est un marché important aussi dans le libre, à cause ou grâce à ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ça fait partie des marchés émergents les plus importants au niveau du libre. Donc, voilà, il y a des choses à faire. Tu voulais rajouter un truc, Aurélien? Oui, enfin, par rapport à l'éducation, GitHub a évidemment un programme éducation comme tout pourvoyeur de solutions, que ce soit en CAO pour de la mécanique ou tout ça. Plus ces gens-là arrivent à former des jeunes à capter et à former des jeunes à leurs outils, plus ils les utiliseront plus tard. Donc, comme en tant que professionnel, donc ça a du sens. Donc des abonnements GitHub je sais même pas si c'est payant, mais en tout cas ça doit même pas être payant. Si tu fais un repo privé, oui. En fait, ça dépend. Si c'est des repos publics, non. Si c'est des repos privés, parce que tu te dis, non, j'ai pas envie que tout le monde aille fouiner dans mon truc. Oui, parce que tu veux utiliser une plateforme pour d'autres raisons. En fait, tu te sers du Git pour la raison, c'est pour pouvoir travatu travailler oui, mais pas sur mon avec projet. tout le monde. C'est ça. Donc ça a du sens à ce moment-là de le faire payer. Puisque tu joues pas vraiment le jeu à 100%, c'est normal de le faire payer un peu l'outil quand même. Ça me semble assez logique. Bah oui. Et en tous les cas, Microsoft a tout intérêt, comme tous les logiciels Microsoft, à faire des prix extrêmement faibles pour l'éducation, attractifs. Pour c'est pas les seuls, hein. c'est vrai aussi dans tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Parce qu'en Git, en entreprise, on va rarement utiliser GitHub, on va l'utiliser pour du grand public. On a des comptes, nous, dans la boîte, un compte GitHub où
où on publie régulièrement des outils, des trucs parfois même que nos autres podcasteurs a fait. Hein, on a David. Donc on a des tools que lui a écrits qui sont dessus. Celui-là est extrêmement compliqué. Donc voilà, il a un succès assez modéré, mais c'est un tool qui est remarquable, qu'on a publié. Et on en a quelques-uns de la boîte qu'on a publié en disant, nous on utilise le livre pour faire du business. Tu vois, une boîte, on utilise beaucoup, donc on publie aussi, on partage énormément aussi. Donc si vous voulez jeter un œil. Tout ça pour dire, mais GitHub, c'est un outil qui te permet d'héberger des repos Git, mais tu peux faire un repo Git sans utiliser GitHub. Et il y a d'autres boîtes qui font ça. Il y a GitLab, et GitLab en entreprise est beaucoup plus utilisé que GitHub, parce que là, GitLab, tu prends le tool, tu le fais tourner sur une machine, puis tu as ton truc avec plein d'autres fonctionnalités que GitHub qui te permettent effectivement de bosser dans un endroit totalement fermé. Il n'y a pas une ligne qui sort sur Internet. Donc, c'est passionnant en tout cas, sans rire. Moi, je trouve ça passionnant parce que l'écosystème est là. Il n'y a qu'à s'en saisir quelque part. Et je serais jeune informaticien en devenir, je trouverais ça. Alors, je pense qu'ils sont un peu blasés, qu'ils trouvent tout ça tout à fait normal. Moi, ça m'émeut encore de se dire tiens, il suffit d'aller s'inscrire là. Là, on va rencontrer des gens. On a parlé de Framasoft. Je sais pas développer, mais par contre, j'ai plein d'envie parce que je sais que moi, parce que je fais des études je dis pas moi, mais études de marketing par exemple, et que ça me ferait plaisir comme exercice de promouvoir une application que des gens ont fait. Je suis un peu dans le domaine de la tech, donc je vais aller regarder par là. C'est des choses comme ça que je vois, et que c'est pas non plus l'idée que certains s'en font, que le développeur il est tout seul devant sa feuille et son crayon. Najat encore. Et non, c'est beaucoup plus. Enfin, en tout cas dans le logiciel. Très humain. Hein. C'est très humain, très ouvert, et voilà. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Ça donne envie. Il y a un petit truc technique à rajouter, mais je ne sais pas, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais du coup, je trouve qu'on fait une petite faille. Est-ce que vous savez réellement ce que permet de faire un Git ? À quoi ça sert, Git ? À part publier des codes sources sur Internet, on a l'impression. Moi, ce que j'avais retenu, c'était le versionning, comme disait Aurélien, où on peut vraiment voir qui a rajouté quel bout de code. Un peu, je reprends l'exemple de Wiki, mais c'est un peu la même chose. Où on a un historique, en tout cas, de l'évolution de la branche dans laquelle on est. Si on veut créer une branche sur le côté, enfin voilà, les différents développements de l'application, on en garde trace depuis sa genèse, et on peut le publier, on peut même des fois le faire fonctionner, enfin certains bouts de code. Donc tout ça, c'est à ça que ça sert, non ? Oui, à 99%, tu as super bien résumé le truc. Et alors, Git mais il y a d'autres outils avant, mais Git était quand même nettement meilleur. Mais imaginons qu'il n'y a eu que Git. Il résout un problème hyper important pour les développeurs qui bossent en équipe. Quand tu travailles tout seul, tu t'en fous, tu modifies un fichier. Éventuellement, tu as envie d'avoir un historique, mais c'est pas à la limite, ça, tu peux encore survivre à faire des backups et que sais-je. Mais quand tu bosses en équipe, sur un même projet, le problème c'est oui, mais je suis en train de modifier le fichier, si toi aussi tu es en train de le modifier, ça va être le bordel. Hein, et donc quand tu on ne s'écrase pas, on se marche pas sur les pieds, quoi. On ne s'écrase pas, et Git s'assure que si tu fais une modif, mais quelqu'un d'autre est en train de modifier en même temps, c'est pas grave. Par contre, si tu modifies le même fichier, au moment où tu l'envoies, il va te dire « Ah, mon coco, entre le moment où toi tu as pris ta version sur laquelle tu as travaillé et le moment où tu viens de le renvoyer, il y en a un autre qui a écrit en même temps, et donc voilà les endroits où vous avez fait des conneries tous les deux ensemble. Maintenant, tu résous le problème. Alors parfois, il essaie de le résoudre pour toi, et sinon, pour le reste, il te met des crans de c'est logique. Plus petits, et il dit là, il faut que tu répares, et comme ça, tu pourras poser. Mais ça, je pense que c'est le cas de toute application collaborative. C'est toujours cette limite de quand on fait deux choses en même temps, forcément, à un moment donné, on se prend les pieds dans le tapis, et il va bien falloir que l'un ou l'autre bouge. C'est là que Git joue son job. Ouais. Donc voilà, alors, on a encore appris un truc passionnant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, via les commentaires, mes petits camarades se feront une joie de vous répondre. C'était Aurélien cette semaine et Sébastien de l'autre côté pour cet épisode et ce dossier open source. N'hésitez pas donc à également partager cet épisode si vous l'avez apprécié, à mettre des pouces, à mettre des étoiles. Mettez un poke, le pouce, mettez un poke. Faites un poke. Moi, je parie, allez, on va dire 40 poke, alors on va dire 50.
50 POC dans les commentaires sur YouTube. Il faut bien être quelque part, on est sur YouTube. C'est là que c'est le plus facile peut-être. Ou alors sur les réseaux sociaux, on le verra. Mais alors, à ce moment, mettez-nous en copie, comme ça on le verra mieux. Des POC, on veut des POC. Moi, ça va me faire rire. Personne va comprendre, mais moi, j'aurais bien ri. Merci à tous les deux. Passez une bonne semaine. Et on se dit à très bientôt, évidemment. Je vous cherche mon bouton, parce que j'ai toujours... il est là, le bouton. À bientôt. Salut. Salut.